was needed to put an end to the war and had a chance of so doing, we thought that was the right thing to do. We knew the world would not be the same. Few people laughed. Few people cried. The world is not prepared. Most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Was trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him, takes on his multi-armed form and says, Truman needs to know what's next. 2, What's next? 1. now I am become death, the destroyer of worlds. I suppose we all thought that, one way or another. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour un film que j'attendais beaucoup. Vous avez pu voir cette magnifique introduction ou peut-être cette magnifique fin, parce qu'on ne sait jamais chez Christopher Nolan si le début c'est la fin et la fin c'est le début. Il s'agit de Oppenheimer, sorti en 2023, donc un film réalisé, écrit et coproduit par Christopher Nolan, une adaptation du livre American Prometheus, The Triumphant Tragedy of J. Robert Oppenheimer, qui a été publié en 2005 de Kay Bird et Martin G. Sherwin. C'est un film avec une ribambelle d'acteurs, vous les avez sûrement vus dans plein de projets différents: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, John Hartnett, Casey Affleck, Rami Malek, Kenneth Branagh, il y en a encore plein d'autres. Le film a coûté 100 millions de dollars, il en a rapporté pour l'instant 231 dans le monde. Il dure 3 heures et qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 heures? Eh bien, c'est la création du projet Manhattan par un homme qui est Oppenheimer, Robert Oppenheimer, qui est un scientifique qui va faire ce projet Manhattan avec d'autres scientifiques, et bien sûr ça va pas se faire sans des conséquences sur le monde et des conséquences internes au personnage, puisque ce film est avant tout, avant la création d'une bombe, l'histoire d'un homme, tout simplement. L'annonce du projet s'est faite en septembre 2021. On avance sur des choses qui se passent dans le monde, puisque bien sûr l'attaque des Russes contre l'Ukraine a réactivé une peur éventuelle de la guerre nucléaire et d'armes, de destruction massive. J'avais une envie de le voir, évidemment, comme la plupart des projets de Christopher Nolan. La campagne marketing a été assez agressive, elle a fait plutôt son travail, car elle a attiré les gens qui clairement pensaient voir un truc d'action avec des courses-poursuites ou je ne sais trop quoi, notamment la question de l'explosion a été très très vendue, alors que finalement dans le film ça dure même pas 1 minute. Je trépignais personnellement d'impatience et je suis allé le voir au Grand Rex à Paris en 70 mm. Eh bien écoutez, je ne vais pas m'en cacher, moi quand j'avais terminé le film, je tremblais et je pleurais, mais c'est notamment particulièrement pour ce que déclenchait la dernière scène du film. Il est très difficile de parler d'Oppenheimer peu de temps après sa sortie, après une seule séance, donc je vais peut-être paraître un peu maladroit quand je vais déployer tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'à la vue de la vidéo, vous avez compris que je vais parler de beaucoup de choses. Je vais donc parler aussi de la fin du film, de long en large, donc bien sûr je vous invite à voir le film avant de vous plonger dans cette critique. Sachant que bien sûr quand il y a un film de Christopher Nolan qui sort bien plus
que pour d'autres films attendus, il y a une montagne d'interviews, une montagne de podcasts, de textes, de critiques dans tous les sens, et c'est compliqué d'avoir un œil sur tout et de savoir un peu ce qui se passait. Il y avait notamment plusieurs interviews qui sont vraiment pas mal de Christopher Nolan. Il s'est livré beaucoup plus que dans les autres films au jeu de la promotion à travers des podcasts pour IMDb. Il y a une interview sur wired.com qui était pas mal. Il y a aussi un très bon podcast que je ne connaissais pas, Happy, Sad, Confused. En France, on a eu moins de choses. On a eu une très belle vidéo de Combini où il est dans le vidéoclub, ce fameux vidéoclub avec Cillian Murphy. Ils sont en train de faire le tour des DVD et des Blu-ray. C'est plutôt agréable. On voit aussi que c'est un homme de cinéma. Ce n'est pas simplement un réalisateur, c'est aussi un homme de cinéma. Donc, voilà. L'introduction est posée, moi j'ai beaucoup aimé, je dirais que c'est le meilleur travail de Nolan, mais ce n'est pas mon préféré. Je pense que ce n'est pas mon préféré parce que l'aspect historique, je n'y suis pas sensible, et j'entends l'historique, c'est-à-dire les informations des faits. C'est une importante page de l'histoire qui est montrée, mais ce n'est pas quelque chose qui me faisait retourner sur mon siège. C'est des implications émotionnelles dans le film qui m'ont beaucoup ému. Alors nous allons plonger dans le film à travers des observations. Et la première observation que je voulais faire, c'est que j'avais une éventuelle appréhension du film à la vue de Dunkerque. Je vais peut-être revenir très rapidement sur Dunkerque. Il en a résulté de Dunkerque qu'on perçoit légèrement à la vue de ce film, et après l'avoir revu, une sorte de simulation moderne du passé. Par l'absence de sang, par l'idée qu'on a l'impression que les décors sont trop propres, par l'idée tout simplement que les décors des maisons datent des années 50 ou des années 2000 et qui n'ont pas été remplacés par du vieux, aussi bien virtuellement que réellement. Et ça donne l'impression d'une simulation, d'un film de guerre sous cloche de verre, qu'on observerait comme ça comme des spectateurs modernes, mais pas d'une immersion dans l'époque où ça s'est passé. Une simulation de guerre par Christopher Nolan. Et c'est une perception bien sûr qui est changée par Oppenheimer. Comment la guerre a opéré et comment avec Oppenheimer la guerre va s'opérer par la suite par une dissuasion nucléaire. C'est vraiment quelque chose qui a changé. Et j'avais peur que peut-être l'idée qu'on fasse une simulation de guerre trouble la temporalité. Bon, déjà ça trouble notre rapport au temps puisqu'on a l'impression d'être à l'époque mais en même temps pas du tout. Ça trouble notre immersion dans le temps. Mais j'avais peur aussi que Oppenheimer rentre dans cette considération de simulation. Il y avait un moment pour la 7e obsession, Grégory Marouzet pour Dunkerque, qui en parle dans le numéro spécial sur Christopher Nolan qui est sorti il n'y a pas longtemps, page 92, il dit ceci. Nolan a ses départements, faits de la façon la plus intemporelle et contemporaine possible jusqu'au point de distraction. Nous voulions vraiment que le monde ressemble au monde d'aujourd'hui. C'est le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. L'esthétique change, mais elle ne change pas aussi fondamentalement que l'histoire du cinéma nous le fait parfois croire. Cette frontière avec notre période contemporaine et finalement la mixité des temporalités, eh bien, elle est au cœur du cinéma de Nolan. Et j'avais cette appréhension de percevoir notre temps à travers l'épopée d'Oppenheimer. Ça, c'était une appréhension. Il se trouve que le film travaille beaucoup plus une immersion dans l'époque, même si on retrouve toujours cette couleur, cette lumière de chez Nolan qui traverse maintenant tous ses films. Il a trouvé, je pense, son spectre chromatique concernant ses films. Oppenheimer est un thriller historique, ou pourrait-on dire un thriller scientifique. Cillian Murphy, en interview, déclarait que le film Oppenheimer ressemblait parfois à un biopic, parfois un thriller et parfois un film d'horreur. Alors bien sûr, film d'horreur, les gens matrixés disent oui, il y a des jumpscares et tout ça. Alors, il y a un jumpscare à un moment, mais c'est plus un effet de son que quelque chose qui vient vraiment surprendre comme ça. Mais par film d'horreur, on entend bien sûr l'horreur. Vous voyez, the horror, comme dit le colonel Kurtz dans le film de Coppola, Apocalypse Now. C'est l'horreur de la guerre, l'horreur du nucléaire. Et en cela, oui, un film d'horreur totalement
vraiment dans un sens beaucoup plus profond que simplement estampillé genre horreur, vous voyez ce que je veux dire? Et en termes de thriller, je pensais peut-être qu'on aurait plus l'impression de la surveillance, vous voyez, par le FBI, tout ça, quelque chose qui resserre un peu plus les personnages, mais pas tant que ça, mais bien sûr, par thriller, c'est aussi un film à suspense pour le déclenchement de la bombe et aussi la course à la montre pour faire la bombe avant les nazis. Ce sont des éléments de thriller historique et bien sûr l'élément biopic par rapport aux faits qui vont narrer la vie d'Oppenheimer. Mais vous savez, après il y a aussi un problème d'alignement de ton dans notre envie d'aller voir un film comme ça au cinéma. Il faut aussi se poser des questions sur ce que nous souhaitons voir. Et bien sûr, après la confrontation et la résistance que va faire le film avec ce que nous attendons, vis-à-vis aussi notamment du manque de scènes d'action. Nolan nous a habitués à de nombreuses scènes d'action, il n'y en a pas dans le film. Et il faut aussi accepter en fait cette vision. Est-ce un film classique de Christopher Nolan? Je pense qu'au contraire, c'est un film qui rebat quelques cartes, voire même qui les déploie davantage. C'est un film qui place sa temporalité éclatée sur 3 heures, alors que dans les films précédents, nous étions sur des temporalités éclatées sur 1 ou 2 scènes, une grande scène d'action par exemple, mais pas sur un film entier. Il pousse encore plus loin les potards, il travaille les couleurs entre le noir et blanc et les séquences couleurs, il met aussi de la sexualité. Le film est rated R, ce n'est pas pour rien, mais c'est aussi par rapport au sujet, je pense. Donc je dirais qu'il pousse encore un peu plus loin que Tenet, tout en conservant une grande dynamique, qui est la dynamique de la perception interne au personnage. Ce sont des films de perception, les derniers qu'il nous a proposés. Et celui-ci ne fait pas exception. Et il se mêle avec le film historique. Donc c'est un film de perception historique, je devrais dire, ou de perception de l'histoire. C'est en cela que le texte, par exemple, de Criticat, sur leur site, proposait 2 axes qui formalisent le film de Nolan. Un film dossier sur du fait historique et un film cerveau sur la perception du personnage principal, qu'il a des événements, des gens qu'il rencontre et bien sûr de la création de la bombe. Et c'est un moment pour l'histoire parce que c'est le moment où nous créons la bombe nucléaire. C'est le moment où l'homme a acquis la capacité de détruire, de réduire à néant le reste de l'humanité, si l'envie le voulait. Et ils sont sur le point d'ouvrir aussi une voie sur une nouvelle technologie. Tout comme à l'heure actuelle, on perçoit des possibilités de l'intelligence artificielle, mais sans trop savoir jusqu'où on va. Et pour cela, il va falloir peut-être faire des choses horribles. Mais c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec Oppenheimer. Ce n'est pas un documentaire, encore une fois. C'est un film qui est interprété. Il y a donc aussi une fibre sensible du ressenti des événements que tente de mettre en scène Christopher Nolan. Et en fonction de notre vision du monde, le film prend parti. Par exemple, une scène où il y a Oppenheimer qui va voir le président, qui est joué par Gary Oldman, qui le rembarde, mais d'une façon absolument terrible. Et là, on perçoit un parti pris de Nolan de montrer le président comme quelqu'un de vraiment pas très agréable et qui choisit d'envoyer chier littéralement Oppenheimer en le traitant de pleurnichard. Faire dire ces mots dans la bouche du président des États-Unis, c'est prendre parti. C'est s'aligner sur le ressenti du personnage principal. Je vous parlais de film cerveau et de film dossier. Cette dualité, elle se retrouve partout dans le film, mais partout. Dans les personnages et dans la structure. La structure, elle fonctionne sur 2 mots. La fission et la fusion. La fission est liée à la bombe A. Elle est liée, puisqu'on a au début un petit texte qui nous dit fission et un autre texte qui nous dit fusion. Le mot fission est lié à un plan de couleur, notamment à Oppenheimer. On nous place des éléments qui vont nous permettre de nous rattacher au récit. Et le mot fusion est rattaché à la bombe H et donc de ce qui s'est passé après Oppenheimer, avec notamment Taylor qu'on voit dans le film, donc l'inventeur de la bombe H. C'est lié au noir et blanc, puisque le mot apparaît sur un plan en noir et blanc, et c'est lié à Lévi-Strauss, qui est une sorte d'amiral, de politicien qui veut profiter un petit peu de la faiblesse d'Oppenheimer pour accéder à certaines instances politiques du gouvernement, notamment sur le contrôle du nucléaire.
Et le récit va fonctionner par fission et par fusion, entre division temporelle, fission temporelle, selon le système de boucle et de cercle. Le film est particulièrement étourdissant, allons utiliser ce terme-là, étourdissant sur son utilisation de division, donc d'éclatement, la fission, et de rapprochement, de recollage, de réunification par la fusion, pour ne former qu'un. Voilà. Et ces dynamiques d'éclatement et de fusion vont cerner toutes sortes de situations et de personnages, jusqu'à même la psychologie des personnages. Le script est écrit à la première personne. C'est très étonnant. Le script est écrit à la première personne. Donc au lieu de dire, comme le dit souvent Matt Damon en interview, « il va à la fenêtre », c'est écrit « je vais à la fenêtre ». Et ça, c'est très troublant. Alors, Nolan disait que c'était la première fois qu'il écrivait une chose pareille. C'est très bizarre. C'est aussi pour qu'on puisse se rattacher à la perception qu'a le personnage de l'environnement. Ça reste à la première personne. Donc on n'a pas, par exemple, un film qui serait historiquement objectif, le point de vue des Japonais, sur la bombe. Non, on reste avec Oppenheimer. Pratiquement tout du long du film. Et en cela, c'est un biopic qui ne montre pas l'histoire, mais qui regarde l'histoire. Et que pense-t-il de notre époque ? Eh bien, nous allons le percevoir un peu plus tard dans le film. Je vais déployer, bien sûr, les éléments, la critique et la mise en scène. Et bien sûr, à un moment, je vais parler de cette fameuse scène de fin qui va justement faire miroiter, en fait, ce que pense Oppenheimer, le film, de notre époque. Mais c'est une notion qui est difficile à percevoir alors que le film vient de sortir, mais laissons un peu de temps aux critiques, aux analystes, ou même aux fans de biopic, de poser des réflexions sur ce film, mais c'est une question qu'on peut largement lui poser. Le film fonctionne, dans son début, sur une fragmentation de la mémoire, avec des moments fugaces, des petits morceaux de souvenirs au début du film, puisqu'on demande en audition à Oppenheimer de se souvenir de son passé, un passé lointain, un passé très chargé, des années universitaires, donc il y a une sorte de, pourrait-on dire, honnêtement, de fission de la mémoire, une fragmentation du souvenir. C'est vrai que si moi on me demandait, par exemple, mes années d'université ou mes années de lycée, eh bien j'en aurais que des morceaux, j'en aurais que des petits morceaux que j'agence un peu à mon gré, en fonction de ce dont je me souviens de couleurs, d'éclairage de couloirs d'école, de quelques visages, et ça, Nolan le retransmet, en fait, il le retranscrit. C'est en cela peut-être qu'on disait que ça avait l'air d'être une sorte de trailer au début, mais il s'agit finalement d'une fragmentation de regard, parce que nous avons peut-être oublié que cette fragmentation-là, elle est liée à la perception d'Oppenheimer. Encore une fois, perception et ressenti du personnage, puisque le début de cette séquence, elle nous est racontée par Oppenheimer, qui dit qu'il a du mal à dormir la nuit et qu'il perçoit l'endroit où il est pas exactement comme sa patrie. Et donc, on a une perception déformée de ce qu'était la jeunesse universitaire d'Oppenheimer. Et donc, normalement, nous avons une fragmentation de son souvenir. Sont les bons ou les mauvais moments, les moments marquants. Voilà. Un petit peu comme lui, quand, dans ses années universitaires, il voit en fait des moments de fragmentation, des moments d'univers, pourrait-on dire. Il y a un moment, par exemple, où il dit qu'il a le mal du pays. Avec ce plan est lié un plan de vitre sous la pluie où nous voyons des ombres passer derrière. C'est l'impression, je peux me tromper. Encore une fois, vous voyez, moi, j'ai moi-même la fragmentation de la mémoire du film. Donc, je trouve que le début du film est très, très parlant et très juste, en fait. Et on voit des silhouettes anonymes qui passent au loin dans la rue, on ne sait pas trop. Il perçoit à peine, en fait, l'environnement comme étant un environnement bienveillant. C'est un environnement flou. C'est flou. Voilà. Le flou va prendre une énorme place dans le film, énormément. C'est une esthétique à part entière, notamment parce que le film est tourné en IMAX. Donc le début du film, c'est une perception du passé et qui n'a quasiment aucune floriture de mise en scène du passé. J'entends par là le flashback, souvent,
Vous avez un plan sur le personnage, des fois on zoome dedans, des fois ça devient flou, on a un flash, vous voyez une grammaire d'entrée et de sortie de flashback. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on voit. Dans les années 2000, on faisait beaucoup de flash, où vous voyez l'image et tout d'un coup devient noir et blanc et tout ça. Eh bien dans ce film-là, et même dans d'autres films de Christopher Nolan, le flashback, le souvenir, la temporalité différente, elle vient instantanément. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus de rituel d'entrée et de sortie. Tout est confondu. Encore une fois, c'est ce que je vous disais dès le départ vis-à-vis de Dunkerque, c'est tout se confond. Il n'y a plus de différence. Et ça, si ça peut choquer, eh bien, sachez qu'on le voit déjà dans le début de Batman Begins. Il n'y a aucun moyen de distinguer le passé du présent, à part bien sûr l'acteur et la coupe de cheveux et tout ça, mais en termes de langage, il n'y a aucun moyen de le distinguer. Quand on l'écoutait en interview, il a évoqué un film qui est très surprenant, hein, mais je perçois en fait ce qu'il veut dire, c'est Le Miroir de Tarkovsky. Bon, je ne l'ai pas vu depuis des années, donc je vais me tromper sûrement, mais voilà, là où les gens évoquaient de façon assez vulgaire Lucie dans son dispositif, c'est absolument affreux, on sent les gens qui ont de la culture et ceux qui n'en ont pas, hein. C'est assez terrifiant. Mais là où je ne suis pas d'accord sur cette notion de balancer Lucie comme ça au pâture au lion, c'est que c'est une image qui n'est pas liée à la perception de Lucie. Vous savez, le guépard et la gazelle et des choses comme ça. Ici, en fait, les images s'invitent dans le champ de vision du héros. Et notamment sur la temporalité, elle intervient directement, en fait. Il n'y a aucune distinction, il n'y a aucune transition qui nous est opérée. Notamment sur l'aspect texturel de l'image. Et c'est en cela, je pense, que Nolan a voulu retranscrire une perception, une impression qu'il a eue en tant que créateur d'images du miroir. Il ne s'agit pas de copier le miroir, mais il s'agit de retrouver la sensation du miroir. Tout comme quand nous, on crée et qu'on a envie de retranscrire une perception qu'on a eue dans un film qu'on aime beaucoup, eh bien on va essayer de rechercher cette perception en retravaillant les choses en fait, du film qu'on aime pour notre propre métrage. Il ne s'agit pas de retrouver la mystique, il s'agit de retrouver ce que lui il percevait, son impression à lui du film. Encore une fois, il ne s'agit pas de copier. Ce serait prendre les gens pour des cons, en fait. Je pense qu'il y a aussi, de la part de pas mal de gens sur Internet, qui sous-estiment totalement les gens qui sont à l'œuvre quand on fait des films, hein. Ils tentent en fait de recréer quelque chose, de recréer une impression. Tout comme le personnage, au début du film, tente de recréer cet éclatement qu'il voit dans son esprit en lançant des verres à pied contre l'angle de sa chambre. Et il essaye de voir en fait comment l'éclatement est perçu, ou plutôt comment l'éclatement agit dans la vraie vie. Il essaye de créer une connexion en fait, une connexion entre son impression, son ressenti et le réel. Et ça aussi, quand on est créateur d'images, quand on fait du cinéma, on a envie aussi de transmettre cette impression. Il regarde la science et l'assimile à l'art au début du film. C'est une séquence qui est, je trouve, forte de stimulation. C'est une séquence qui est très stimulante intellectuellement. Et je pense que l'idée de la séquence, c'est précisément la stimulation intellectuelle. Quand il va comme ça dans l'église et qu'il regarde les vitraux et il sent qu'il est dans un endroit où tout fourmille autour de lui, où il y a une espèce de tournoiement. Et précisément, dans cette scène dans l'église, eh bien, la caméra tourne autour de lui. Il est emballé, en fait, par la culture. Il est emballé par les savoirs et les conférences scientifiques. Il y a même un moment, ça ne se cache même plus, il est devant une peinture de Picasso, c'est le mouvement du cubisme, tout au début du film, et il est devant une peinture. Alors j'ai fait des recherches, il se trouve que cette peinture, c'est la femme assise aux bras croisés, qui date de 1937, donc c'est un portrait complètement déstructuré, fissuré, et il y a un désir de la part de Oppenheimer de ressentir, mais aussi de percevoir le mystère derrière. Vous savez, comme quand vous êtes à l'aube d'une technologie, vous avez envie de percevoir toutes les possibilités d'ouvrir en fait une porte qui va vous permettre de voir tout. Et ça c'est formidable. Et le début du film nous montre ça. C'est une stimulation qui nous amène dans toutes les directions.
on voit Oppenheimer au début du film passer de professeur en professeur. Ce va-et-vient en fait de personnalité, ce va-et-vient de science et de culture qui nous est montré au début du film, qui est assez saisissant et qui donne le tournis. Oui, parce que ça va rapidement, mais en même temps, c'est ça. Quand on arrive à un endroit et qu'on est ultra stimulé, on a l'impression d'avoir de l'adrénaline en fait, et il nous perce. C'est de l'adrénaline culturelle. Et donc, par le montage, Christopher Nolan nous fait ressentir cette adrénaline culturelle, tout simplement. Cette accélération, elle est perçue par les spectateurs, mais faut-il encore après se poser des questions et voir les images ? La question de voir, elle est centrale dans ce film-là. Et il est clair que des spectateurs ne voient pas. Par exemple, j'avais écouté le podcast Sortie de secours. Alors au-delà d'interventions fantasques sur des intentions qui n'existent pas, de la part de gens qui potentiellement sont intellectuellement frustrés, il est dit à la fin de l'intervention sur le film de Nolan qu'il fait du très bref dans du très long. Et je trouve que c'est une formulation absolument formidable parce que ça met en avant le travail d'ellipse et de temporalité qu'il fait dans ses films. Dans ce film-là, il y a énormément de scènes courtes. Et il faut créer après de l'émotion avec ces scènes courtes. Mais pas forcément dans la scène courte, mais dans le cumul qui forme une scène de montage. Voilà, donc on est sur une nouvelle dynamique chez Nolan, mais qu'il faut vraiment percevoir de façon plus globale. Jamais percevoir de l'émotion ou l'intérêt dans la scène même, mais dans une multiplicité de points de vue, dans une multiplicité de scènes qui créent l'émotion, qui créent la vraie scène du film. Une scène du film ne dure pas 30 secondes, elle dure 6 minutes de 30 secondes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est une perception en fait qui veut nous donner du montage, qui donne en fait de nouvelles perspectives de vue. Et ça, bien sûr, il faut se poser des questions. Si on ne se les pose pas, ou qu'on a la flemme, ou qu'on ne peut pas intellectuellement se les poser, eh bien forcément, on va dire de la merde. Mais je suis très stimulé justement d'avoir, et j'en suis désolé, mais en fait de voir de la pauvreté parce que ça me stimule à me poser plus de questions. Donc finalement, les gens qui disent n'importe quoi, c'est très très bien parce que ça amène à des gens qui se posent plus de questions, eh bien davantage de creuser les séquences, d'essayer de retirer des choses qui sont peut-être des fois maladroitement dites ou simplement fausses, mais au moins ils auront fait plus d'efforts que les autres. On sait qui est ce réalisateur, on sait qui est Nolan, on sait qu'il a des névroses, il a son écriture, ses structures. Et avec ce film, il construit sur ce qu'il a appris. L'angoisse d'une guerre, parce que c'est aussi un enfant de la guerre froide, les boucles temporelles, le passé, le futur. Dans Tenet, je crois qu'à un moment, il a été dit, dans le script, en dialogue, « Tu as un avenir dans le passé ». Et là, j'ai l'impression que c'est Nolan qui nous parle directement de ces sujets de film. Tu as un avenir dans le passé. Ne serait-ce que revenir dans le passé pour témoigner de faits historiques, mais aussi plonger les personnages dans un maelstrom temporel. Comme il le dit en interview, il ne voulait pas, dans la façon dont il allait narrer les éléments historiques, il ne voulait pas être trop en avance sur le spectateur et ne surtout pas être derrière non plus. Pour ne pas évoquer, vous savez, le fameux film où on sait ce qui va se passer à l'avance, ou une expression qu'on entend aussi souvent, le film cousu de fil blanc. Donc cela va être court-circuité par le réalisateur avec une structure, comme je vous disais, basée sur la fission et la fusion. En 1954, je crois bien, il est auditionné par un comité de sécurité. Et cela va structurer une énorme partie du récit. Nous avons à peu près grossièrement 2 heures de construction, de fusion d'une équipe qui va créer la bombe. Ce qui témoigne aussi au passage de l'amour de Christopher Nolan pour les sciences. C'est quand même un cinéaste qui met beaucoup en avant les sciences, mais notamment aussi la construction d'engins ou d'objets. Je vous invite à revoir Le Prestige, c'est quand même beaucoup sur la construction d'objets, ou même les Batman, on met beaucoup en avant les objets, et bien sûr Tenet. C'est un film qui va aussi créer un lien entre la théorie et la réalité. Ils en auront peur parce qu'ils ne la comprendront pas, et ils ne la comprendront pas parce qu'ils ne l'auront pas utilisée. C'est ce qui est dit dans le film. Et donc, Oppenheimer va compartimenter les spécialités. Les scientifiques ne savaient pas ce que les autres étaient en train de faire, pour ne pas créer un vent de panique, je suppose. Il n'y a que Oppenheimer qui sait ce que tout le monde fait.
et qui a la vision générale de l'arme cauchemardesque qu'il va créer. C'est aussi ce moment-là, dans les 2 premières heures, que nous avons une relation entre la science et le gouvernement, avec ce personnage de Groves, là, qui est joué par Matt Damon. Et il y a des choses très intéressantes dans ce moment-là, c'est bien sûr la relation de conflit entre un militaire qui est très pragmatique et le scientifique qui est un petit peu, aux fraises, dans la lune pourrait-on dire, notamment sur des notions de destruction de l'humanité ou sur les considérations qu'ont les scientifiques vis-à-vis de l'arme en fait qui est en train d'être créée, de l'objet. Et ça passe sur des scènes, par exemple, où les scientifiques choisissent, avec les militaires et les membres du gouvernement, ils choisissent la cible des bombes nucléaires. Et même si Oppenheimer dit, oui, bon, on n'est pas sûr de... Enfin, on a quand même des considérations vis-à-vis de l'engin qui sont problématiques, et il y a le militaire qui vient lui fermer le clapet, parce que il faut utiliser l'engin, et c'est comme ça. Et là, bien sûr, Oppenheimer se tait, en fait. Il sent que peu à peu, son objet, sa fascination va être récupérée par le gouvernement. Donc on a une fusion d'individus au début du film, et puis la bombe qui arrive vers, après 2 heures de film, eh bien c'est la détonation du récit. Et à partir de là, on est sur une sorte de fission en fin de film. C'est-à-dire une fission, un éclatement des gens, un éclatement des relations et un éclatement du personnage. Peu à peu, les choses se mettent en place et ces notions de fusion et de fission ne nous apparaissent pas aussi clairement. Le mot fission et le mot fusion apparaissent le temps d'un plan au début du film et ne nous est pas du tout rappelé après. Mais quand on revoit un petit peu ce qui se passe, et surtout dans cette scène de fin, j'y reviendrai bien sûr, eh bien, tout cela va nous être rappelé d'un seul coup. Et ce qui crée justement un choc de fin, littéralement. Comme une sorte de deuxième bombe, mais une bombe interne, une bombe nucléaire interne, au personnage et au spectateur. La dernière heure, eh bien, elle semble un peu brouillon, un peu à part, un peu écartée du sujet, puisque nous parlons plus de la bombe, mais de considérations politiques. Et c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, c'est très alourdi par de tonnes de dialogues, des gens qui s'engueulent, c'est un peu faussement surprenant en fait, mais c'est une scène qui est importante parce qu'elle tout d'un coup, elle éclate en fait la dimension scientifique pour la ramener à une dimension politique. On refusionne l'objet en autre chose. Ce que nous attendions dans la création de la bombe devient en fait sa réappropriation par de la politique et par l'armée. Et ça, c'est quelque chose c'est un élément qui est dans un sens constituant du projet Manhattan. C'est qu'est-ce qu'on fait après qu'on a créé la bombe. Et ça, c'est quand même important. Donc il faut mettre en avant ça. C'est comment, tout d'un coup, le créateur de la bombe, qui veut absolument protéger en fait le monde de cette création, va être dégagé par la politique. Et c'est un élément important. Et c'est un élément important parce que le film quand même s'appelle Oppenheimer et ça s'appelle pas la bombe nucléaire. Donc ça c'est aussi une perception de spectateur qu'il faut remettre sur la table. C'est que c'est un élément important dans la vie du bonhomme. Et cette réappropriation politique de ces travaux, eh bien c'est aussi un des impacts de la bombe. C'est un impact d'ailleurs qui n'est pas narré. Parce que les impacts d'une bombe nucléaire, on a vu des documentaires, on a vu des images, on a vu aussi bien sûr les autres bombes qui ont été faites après celle de Oppenheimer. Je ne suis pas sûr que le montrer dans le film c'est nécessaire. Et puis aussi, n'oublions pas que c'est un film interne. C'est un film sur le jeu, J-E. C'est normal qu'on n'ait pas en fait cette envie de voir des images, mais plutôt de voir ce qui se passe derrière ces images, cette réappropriation. Et en cela, cette deuxième partie, c'est Lévi-Strauss qui est dans le concret, et un petit peu ridicule aussi, dans son envie de dégager Oppenheimer, contre Oppenheimer qui lui est perdu dans l'abstrait et dans ses visions d'horreur. Il y a un schisme, et c'est la bombe qui crée ce schisme. Et donc on brise le lien, on coupe le lien. On exerce une fission sur les relations humaines, puis on écarte et on rapproche d'autres gens. Par exemple, Taylor, donc le responsable de la bombe H, continue de travailler avec le gouvernement.
Donc lui, il refusionne avec le gouvernement, tandis qu'on écarte Oppenheimer. Cette dernière partie, on extirpe Oppenheimer de sa rêverie et ça le sort complètement de son confinement, de Los Alamos. C'est l'idée précisément, et on le met en confrontation avec des choses qu'il ne comprend pas, avec des dimensions politiques qu'il ne saisit pas. Et cette temporalité nous montre des contradictions, nous montre des confrontations et des contradictions, et ces fameuses réactions en chaîne dont il a peur, Oppenheimer. Mais c'était pas celle qu'il croyait, c'était une autre réaction en chaîne. Et ça, c'est terrifiant. Et ça en revient à ce que disait Thomas Borez dans la critique de Première sur première.fr. Christopher Nolan va au bout de sa logique jusqu'à l'usure. Et c'est vrai que c'est un film qui étourdit. Et la critique facile serait de dire que voilà, il y a un parallèle en fait, je pense, entre Nolan, l'inventeur du blockbuster intelligent, comme j'avais lu, et Oppenheimer, en disant que sa création lui échappe. En aucun cas, la création de Nolan ne lui échappe. Il sait très bien où il veut aller. Un film échappe au contrôle d'un créateur la plupart du temps parce que le producteur tout d'un coup s'en mêle. Et on a eu plein d'exemples comme ça. Et le film tout d'un coup ne ressemble plus à rien. Nolan est son propre producteur, donc lui il va très bien là où il veut. Et c'est merveilleux en fait. Parce qu'il est en contrôle de son discours. Il fait son film jusqu'au bout. Et nous avons les éléments constitutifs de son cinéma tout du long. Mais en cela, j'ai l'impression qu'on utilise la théorie des auteurs, la politique des auteurs pour faire du mal aux cinéastes. Actuellement, je trouve que l'utilisation de la politique des auteurs fait mal à la perception qu'on a d'une filmographie ou de film. On voit tout le film au gré de son auteur et le film devient une ressource sans fin pour balader des cinéastes comme Christopher Nolan dans les pires recoins de sa filmographie et lui prêter des potentielles intentions jamais prouvées. Et ce qui prouve un manque cruel d'argumentation. Quand ce n'est pas une mauvaise traduction de l'anglais. Alors ça aussi, j'ai vu des articles en français qui ont juste mal traduit ses propos. Et ça en devient après une traînée de poudre. C'est absolument scandaleux. Hein. Mais ça prouve aussi que on n'a rien à dire sur le film. Et c'est ça qui reste de la politique des auteurs. C'est absolument horrible. Tout comme cette envie, je pense, une envie déformée, de vouloir le linéaire. De refuser le montage en alternance. Peut-être que c'est un problème dans ce cas-là d'expérience, que les gens qui refusent le montage en alternance n'ont pas d'expérience de ce type de montage. Il n'y a pas beaucoup de films en effet qui font cette expérience-là, il y en a quelques-uns, mais c'est un montage qui est exigeant, où il faut rester alerte. Et il ne s'agit même plus de retranscrire ça à l'image, l'idée d'alternance, mais ça va au-delà de l'image, c'est ce que je vous disais au début. Avec les séquences qui s'enchaînent, c'est quelque chose qui vient bien au-delà, qui est vraiment lié au montage, lié le non-linéaire, c'est-à-dire un montage compliqué sur les rapports de force dans le temps par le montage alterné, lier cette notion à se la péter, comme le dit un des membres, si ce n'est pas tous les membres du cinéma de Mr. Bobine, c'est vraiment à un moment assumer qu'on a des limites intellectuelles pour se poser des questions sur ce cinéaste, ou tout simplement qu'on a la flemme. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas l'ouvrir, si on a la flemme de se poser des questions sur ce cinéaste, parce que sinon, ça fait vraiment passer les gens pour des gros tocards. C'est très gênant, en fait. C'est gênant. Donc à un moment, il faut aussi se poser des questions sur nos propres limites. C'est un film qui fait de la résistance, et dans ce cas-là, il faut repenser sa façon de voir. Mais ça vient de nous. Il faut repenser notre façon de voir. C'est pas au film de le faire. Donc moi j'entends bien, je retape un peu sur le cinéma de Mr. Bobine, mais quand eux vantent avec Speed Racer un entraînement au regard, un entraînement au savoir de l'image, à la perception du mouvement, tout ça, c'est magnifique, c'est très juste aussi que les Wachowski ont essayé d'augmenter en fait ce savoir de l'image, la rapidité, en plus avec tous les films, les montages de plus en plus rapides, c'est aussi, il faut s'entraîner au regard, et en effet ce qu'il disait un moment pour Speed Racer, c'était très juste, je suis d'accord, sauf que ça ne s'applique pas juste aux Wachowski comme ça, et après pour tout le reste c'est de la merde. Il y a aussi d'autres cinéastes qui entraînent d'autres muscles intellectuels, et Nolan c'est le montage de temporalité, et un montage qui est très dense. Et ça aussi, ça nécessite des muscles de regard, de connexion, d'intellect. Mais c'est peut-être un autre intellect qu'il faut essayer de doper, de travailler. Et ça se fait pas comme ça. Donc, moi, je trouve ça vraiment dommage que pour des gens qui font de bons textes critiques et de bonnes interprétations, en tout cas des interprétations stimulantes, je devrais dire, qu'on s'arrête aussi basiquement devant un mur qui n'en est pas un.
En tout cas, qu'il n'en est pas un pour moi. Et je trouve ça dommage qu'on ne se pose pas plus de questions, qu'on ne remette pas en cause sa perception. Considérer que parce qu'il crée un cheminement de récits labyrinthiques qu'il nous en veut intellectuellement ou qu'il a une revanche à avoir intellectuellement sur le monde ou sur la vie, c'est d'une paresse. C'est comme dans le film, c'est une parodie de procès. Mais c'est aussi lié à une perception du film. On est encore sur une perception spectatorielle, cette peur panique de ne pas comprendre. Alors je ne voudrais pas revenir sur la citation de Tenet que tout le monde connaît, mais je pense que cette peur de comprendre, c'est une sorte de nouvelle folie d'Internet. Comprendre, la cohérence, vous voyez des choses comme ça. Voilà, si on a une peur panique de ne pas comprendre un film comme Oppenheimer, mais alors je pense que des films de Parajanov, il y a des gens qui feraient des crises cardiaques tellement ils comprendront rien dedans. Donc à un moment, ça devient ridicule ces arguments. Et ces questions de temporalité, on a eu plein de petits films où il y a des gens qui veulent travailler ça et qui veulent s'amuser aussi avec ça. Moi je pense à des petits films comme Primer sur le voyage dans le temps ou Prédestination. J'aime pas ces expressions, vous avez ces films de petits malins, mais des films où les mecs, ils veulent s'amuser avec ça. Ils veulent juste le tordre, pour le plaisir de tordre, pour voir le plaisir de narrer quelque chose qui échappe un petit peu. Voilà. Et ça, c'est beau. Ça, c'est quelque chose de très stimulant aussi intellectuellement. Bien sûr, en plus, quand on le sait. Bien sûr, quand on découvre le film, on se rend pas compte. Mais quand on le sait, on a envie de voir un petit peu comment les choses sont narrées. C'est très stimulant, ça. Il faut un moment aussi se poser les questions plus larges, en fait, que simplement son petit ressenti qui est complètement confiné. C'est comme dans le film, les scientifiques n'expliquent pas la quantique, mais on n'en a pas besoin pour suivre le récit. Ils sont là, présentés comme une sorte de flash du passé, et ça suffit. À les entendre, il faudrait presque s'appesantir dessus comme si on avait le temps d'une série. Mais ça, je pense que c'est une déformation spectatorielle. La temporalité et la narration, c'est Christopher Nolan pose la question du point de vue, ou de l'altération du point de vue. Et à cela, Timothée Gérardin écrit dans un livre qui s'appelle Christopher Nolan, Les possibilités d'un monde. Il écrit à la page 31. Alors il faut faire attention dans l'édition de votre livre parce qu'il y a eu une réédition du bouquin. Dans l'édition précédente, je crois que c'est page 29, chez moi c'est la page 31. Il dit ceci: l'altération du point de vue est une manière de modifier la perspective. L'éclatement en est une autre. Les personnages de Nolan évoluent dans une réalité qui n'est pas saisissable d'un seul bloc. Pour en rendre compte, il faut moins acquérir une vision d'ensemble que s'appuyer sur la prolifération des points de vue, qui imitent le désordre de la vie tout en dévoilant progressivement un ordre plus secret. D'où l'importance dans ce cinéma des structures narratives et des procédés de montage. Ce qui importe réellement se cache dans les jointures, qui sont à la fois là pour séparer et relier. Donc littéralement fusion et fission. Et à mon sens, une de ces jointures dans le film, c'est une sorte de scène qui est perçue par différents angles, où on garde un peu le mystère de la conversation, c'est ce que dit Oppenheimer à Einstein. Une scène qui revient plusieurs fois dans le film. On a une sorte d'angle mort vis-à-vis de cette conversation. Nous avons un point de vue qui est celui de Strauss, qui se rapproche des deux hommes dans le pré, et il voit Einstein passer avec un air particulièrement sombre et demande justement à Oppenheimer qu'est-ce qui a pu bien lui dire. Et pendant tout le film, Strauss est convaincu que la conversation entre les deux hommes portait atteinte à sa personne. Mais en aucun cas, parce que la scène de fin nous révèle en fait des perspectives du film jusque-là encore insoupçonnées. La scène de fin, je vais probablement pas arriver à transmettre ce que j'ai ressenti dans cette scène. Il y a tellement de choses qui se cumulent dans mon esprit concernant cette scène. Il faudrait presque faire une analyse de séquence à ce niveau. C'est une scène finale qui se développe autour de la capacité de projection, la capacité de voir l'avenir, de se projeter dans l'avenir. C'est une capacité de projection que soumet Einstein à Oppenheimer. Einstein dit et Oppenheimer voit. On passe notre temps à revenir dans le passé au sein du film. Mais là, on va dans le futur, un flash-forward, comme souvent dans ces films. Une boucle autour de Einstein devient une boucle autour de Oppenheimer. Les cycles, chers aux cinéastes, se recréent. On voit Oppenheimer seul, avec des gens autour de lui. L'environnement est flou, c'est le seul personnage qui est net. On le voit vieux, à la fin, de sa vie scientifique, un petit peu finalement comme dans Inception, maintenant que j'y pense.
On voit quelques visages reconnaissables qu'il connaissait du projet Manhattan qui viennent le saluer, comme des fantômes d'un lointain souvenir. Et ce qui est dit avec cette scène, c'est ce qu'a déjà vécu Einstein. Einstein a posé une brique, utilisée par Oppenheimer, puis utilisée par Taylor, qui va créer la bombe H. Dans une interview de l'INA, une interview en français, où Oppenheimer s'exprime en français, l'intervieweur pose cette question suivante. Peut-on arrêter la science comme on peut arrêter un film de cinéma ? Peut-on le faire et doit-on le faire ? La question se pose éminemment ici, puisque Einstein a créé une boucle qui va ne cesser de se répéter, en espérant bien sûr à chaque fois que celui qui détient les clés de l'actuelle boucle arrête cette boucle sans fin, comme je le disais avant, couper un lien, rompre un lien. Il est dit dans cette séquence, une petite tape dans le dos et tout sera pardonné. Mais n'oubliez pas, ce ne sera pas pour vous, ce sera pour eux. Et là est toute l'ambiguïté et la force de ce moment, c'est que dans ce système de boucle, nous puisons les efforts des autres pour amener la technologie, pour amener justement l'engin de mort à quelque chose d'encore plus terrible. Et malgré nous, nous servons également de rouage pour des gens qui voient l'opportunité d'aller encore plus loin, sans jamais s'arrêter. Une sorte de course à l'infinité de la science, et dans le cas du film, une sorte de course à l'infinité de destruction. Mais la femme de Oppenheimer, elle n'a pas oublié. Elle dévisage Taylor d'une façon terrible, qui lui tend la main. Mais elle sait, elle voit, elle refuse de lui serrer la main. Elle en veut à Taylor de ne pas avoir arrêté la science, de ne pas avoir arrêté ce cinéma de la mort. Parce que bien sûr, même si Oppenheimer est évacué de son rôle dans le comité de sécurité du nucléaire, l'effroi ne part pas, la culpabilité reste là. Mais il y en a qui ont choisi de l'oublier. Et à la fin, la boucle apparaît et se referme sur le film. Une sensation terrible. Selon Xavier Mauméjean, dans son article Palimpseste, encore une fois dans la 7e obsession, page 63, il évoque l'idée de boucle, l'idée de glissement et d'interrogation. Il met en place une situation qui crée une sensation, qui amène à une action sur le monde, une modification du monde ou de la pensée du spectateur, et qui amène à une nouvelle situation. Donc, qui crée un rapport entre le passé, la première situation, et le présent, la nouvelle situation. Et précisément, dans cette scène-là, ce processus se met en place. L'inquiétude de leur futur devient également la nôtre. Le film dépasse son discours pour être directement inclus dans notre réalité. Et j'ai eu une sensation à ce moment-là qui était absolument terrible. Quand il y a Oppenheimer qui dit « Vous vous souvenez de la réaction en chaîne ? Je crois qu'on l'a déclenchée. » Cette phrase-là, ça a été incroyable pour moi. C'était comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient aimantées d'un seul coup pour me montrer l'image du film. J'ai été dans un état de sidération paniquée. Tout s'est aligné devant mon regard. Et dès le départ, il voyait, parce que c'est un moment qui apparaît au début du projet Manhattan, dont la révélation nous est montrée qu'à la fin. Dès le départ, il savait vers quoi il allait, mais il refusait tout simplement d'y croire. Ce n'est pas qu'il refusait de voir, il le voyait, mais il refusait d'y croire. Et c'est la confirmation de l'explosion de la bombe qui l'a fait changer d'avis. Ses visions sont devenues réalité. Là où ça a toujours été de l'abstraction pendant ces années d'études. Et c'est pour ça que ces années d'études sont importantes. C'est pour créer un déplacement. C'est pour créer, comme ce que disait Mauméjean, une sensation qui amène à un glissement. Un glissement sur des interrogations. Nous sommes totalement dans ce processus avec Nolan vis-à-vis de cette dernière scène. Et où les bruits de pied de la salle de sport au moment de la réussite deviennent des bruits de marche militaire liés aux armes nucléaires. Et tout d'un coup, nous avons un changement de sens d'un son. Et les plans des fusées deviennent des échos lointains et futurs du plan à Los Alamos quand il voit la bombe monter dans cette espèce de tour. C'est filmé de la même façon, avec lui en bas, en train de regarder avec son chapeau. Filmé d'une façon très similaire. Il veut nous créer encore une fois un écho, une sorte de plan fantôme, un décalage. Et cette fascination
pour les ronds dans l'eau, les gouttes qui deviennent des échos dans l'eau. Premier plan du flashback du film, ce sont des gouttes d'eau, de pluie, qui tombent dans une flaque et qui créent des remous, qui créent des échos et des ronds. Et ce rapport au naturel, eh bien, devient la vision d'horreur d'un monde qui court vers l'autodestruction. Il ne veut pas y croire au potentiel Armageddon. Pour lui, ce n'est pas réel. Et dans le dernier plan du film, il ferme les yeux. Là où il commençait, justement en ouvrant les yeux dans le film, après l'introduction, on a le texte sur Prométhée, il ouvre les yeux. Et bien là, il ferme les yeux. C'est comme dans Memento. À la fin du film de Memento, il ferme les yeux et il dit quelque chose dans le style « Est-ce que quand je vais les rouvrir, le monde sera encore là ?» Nous sommes exactement dans le même cas de figure. Et qui plus est aujourd'hui, encore une fois vis-à-vis de la technologie de l'intelligence artificielle, on peut imaginer un futur terrifiant, une boucle qui aurait, vis-à-vis du film, sa résonance actuelle. Et l'IA ne fait pas exception, bien sûr dans son utilisation dans l'armement. Les problèmes sont les mêmes quelle que soit la temporalité. La fin du monde, la fin des hommes, la réaction en chaîne et la violence du pouvoir. Dans ce film, on revient aux années 40-50, avec des films en costume, des gens bien habillés qui discutent. Dans ces films, les gens sont toujours très très bien habillés. Et quels gens ? Ici, nous avons droit à un film de caste, comme il y a eu dans beaucoup de films, beaucoup de gens qui sont connus du public. Je ne dirais pas que c'est un film qui a trop de personnes ou de têtes connues. Ça a été le cas pour des films bien avant lui, qui ont juste d'autres noms. J'avais vu dans certains textes l'évocation de JFK ou Nixon, de Oliver Stone. Vous regardez ces films, il y a des têtes connues absolument partout, à chaque coin de scène. Une poignée reconnaîtront tel ou tel acteur et seront peut-être gênés, mais ce n'est pas du tout un problème. On n'est absolument pas là pour figer en fait les personnages et les acteurs, ils sont là pour jouer un rôle. Et quand on n'a pas l'obsession de voir sur internet qui a fait quoi, eh bien les personnages, la plupart des personnages passent très très bien à l'écran, tout le monde joue très bien. Et qui plus est, il y avait même, dans le cas des figurants, de véritables scientifiques. Donc, à un moment, en interview, Nolan expliquait pour les scènes de chahut, il n'avait jamais vu un chahut aussi précis. C'était pas juste crier, les arguments évoqués lors du chahut, c'était de véritables arguments scientifiques. Donc, c'était un chahut raffiné, un chahut sophistiqué. Et dans ce film-là, à moins que vous me dites le contraire, n'hésitez pas en commentaire, il n'y a pas de personnage composite. Vous savez, comme dans Les Maîtres de l'Ombre, où le personnage de John Cusack n'existait pas en vrai et permettait d'avoir une antenne, en fait, un réceptacle pour le spectateur, de se figer avec John Cusack sur les exactions de Los Alamos. Là, nous avons des personnages qui ont vraiment existé pour la quasi-totalité. Nous avons aussi des personnages féminins, ne sont pas nombreuses. Il y a la femme d'Oppenheimer et sa maîtresse. C'est une représentation de femmes, comme souvent chez Nolan, des personnages qui sont soit en retrait, soit qui meurent dans ces films. Chez Nolan, le sujet n'est pas vraiment les femmes. Nous ne sommes pas encore arrivés dans une période de son cinéma où il donnera une part belle aux femmes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais que ce soit l'épouse ou sa maîtresse, ce n'est pas très important. De même que les scènes de sexe, je trouve que ce n'est pas très utile. Bien sûr, c'était pour montrer une différence, contraster avec sa femme, le sexe avec Jean Tatlock. Ce qui a surpris d'avoir des scènes pareilles dans son film, ce qui a même beaucoup surpris, semble-t-il, des intégristes en Inde, mais ça c'est une autre affaire. Hein. Mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant pour Nolan de jouer les scènes de sexe, parce qu'avant on n'avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, si je puis me permettre, mais ce n'est pas un film sur les femmes, ça on le sait, même s'il y a une très belle scène avec l'une d'elles, mais ce n'est pas non plus un film sur la bombe. Ça paraît étonnant, mais c'est bien un film sur un homme et une passion. Histoire d'un homme qui a changé le monde par la découverte scientifique, avant tout, au début, avec ses années d'études, jusqu'à la fin de cette passion. Mais ensuite, une application militaire, une application de mort. Et en cela, Cillian Murphy, cet acteur irlandais aux allures filiformes, approche le personnage avec, semble-t-il, peu d'émotion.
une sorte de vide, mais aussi des fascinations, qui est une forme aussi d'émotion. Dans le film, il nous est montré comme un guerrier solitaire. J'allais dire une sorte de Batman, c'est un petit peu rapide de le dire comme ça, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a cette perception d'une véritable notion d'absolu dans ses convictions. Alors qu'il avait le costume militaire, eh bien, il y a les scientifiques qui lui disent « Arrête d'être quelqu'un d'autre, sois toi-même, agis en tant que scientifique ». Et après, on le retrouve en train de regarder par la fenêtre et il prend une pipe, son chapeau et sa veste, comme si c'était, vous savez, le chant 19 de l'Iliade d'Homère, la préparation au combat, où nous voyons la personne préparer ses jambards, son bouclier, son épée. Et bien là, nous avons aussi les armes du scientifique, sa pipe et son chapeau. Et clairement là, c'est une préparation au combat pour un héros, pour la guerre, pour partir à la guerre pour fabriquer cet objet, une guerre politique et une guerre scientifique. Et en cela, je trouve que Oppenheimer s'inscrit totalement dans la lignée des héros de chez Nolan, mais il s'inscrit aussi dans la lignée d'un autre inventeur qui fascine Nolan, mais qui n'a pas encore pu avoir son adaptation à l'écran par le cinéaste, c'est Howard Hughes. Howard Hughes a toujours été une fascination pour Nolan, et malheureusement pour lui, Scorsese a fait un film qui est intéressant, qui est Aviator, et Nolan, lui, souhaite à un moment pouvoir faire son biopic sur Howard Hughes. Et à la place, il a pris Oppenheimer, mais les deux personnages sont assez similaires dans leur obsession, dans leur absolu, dans leurs rêves, leur fascination, leurs femmes aussi, des hommes qui aiment bien les femmes. Et donc pour moi, ça me semblait tout à fait évident qu'ils soient intéressés par Oppenheimer. Ça ne m'a pas surpris quand le projet s'est révélé en 2021. Et encore une fois, nous avons un film de glissement, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'est au début la perception du monde, de vision dans le monde. On voit le monde sur une autre dimension et ceux-ci sont remplacés à la fin par des visions de fin du monde. Donc quelqu'un qui évolue, qui n'est pas statique, qui n'est pas figé dans le temps. Non, sa perception évolue, son interne en quelque sorte évolue avec le film. Je reviens reciter un petit coup Xavier Mauméjean dans le palimpseste page 63 de la 7e obsession. L'image ne va plus objectivement représenter le monde mais subjectivement représenter l'état du personnage et par extension l'état de son univers. Et nous sommes vraiment sur ça. Le personnage est entre la réalité concrète et l'abstraction. Mais difficilement entre les deux. Et on voit une œuvre d'art concrète qui est mêlée juste après à des visions subjectives et impalpables. Et précisément, c'est là que se situe le héros de Nolan. C'est celui qui doute, c'est celui qui est entre les deux, c'est celui qui doute de son créateur, qui est dans l'incertitude quant à sa réalité. Et ça, c'est quelque chose qui revient dans plusieurs films de Nolan. Son monde subjectif est complètement incertain. C'est une illusion. Et à quel point il est une illusion? Est-ce que dans ce cas-là, l'objectif, ce serait simplement de perdre son spectateur? Non. Il s'agit pas de simplement perdre le spectateur, mais de partager une perte de repère du personnage. Au point où ces gens-là ne font plus vraiment la distinction entre la réalité et la fiction. Ils font jusqu'à des paris pour savoir si on va détruire la Terre ou non, avant que le Trinity Test soit enclenché. C'est un jeu comme celui d'empoisonner la pomme pour savoir si le professeur va croquer dedans ou non. Il n'y a plus aucune distinction sur la responsabilité. Et le caractère, pourrait-on dire, sacré de la vie. On fabrique la bombe sans savoir. Et après son utilisation, tout d'un coup, on sait. On sait la puissance et on sait le malheur qu'elle va engendrer. Ce qui crée une incompréhension de notre part, spectateurs, mais de leur côté, c'est moins sûr. La femme justement de Oppenheimer n'arrête pas de lui dire « Tu ne vois pas, tu ne vois pas ». Mais à la fin, il voit. Mais comme je vous disais avant, il ne s'agit pas forcément de voir, mais de croire à ce que nous voyons. Parce qu'elle, bien sûr, elle ne voit pas ce qu'il voit lui. Mais je pense qu'il ne voulait pas refuser l'exploration de ce qu'il animait en son intérieur. Et c'est en cela qu'il a continué à pousser l'élaboration de cette bombe. Inventer et détruire pour savoir jusqu'où va la science qu'on vient d'inventer, c'est quelque chose qui peut être louable, acceptable. C'est en connaissant les limites que nous pouvons fixer des règles. Et il faut pousser la science dans ses retranchements pour comprendre les frontières de ce qu'on a découvert. Parce que c'est quand même une technologie qui régule la puissance du monde et qui a besoin elle-même d'être régulée.
mais nous ne pouvons pas savoir à quel point nous devons la réguler si nous n'appliquons pas sa puissance au maximum. Et ça, c'est le revers terrible de cette technologie. C'est même, je dirais, le revers terrible de la science de façon générale. Et par conséquent, il y a un changement qui s'opère après la bombe. Mais comment ce changement apparaît ? Parce que pour plusieurs spectateurs, c'était un peu surprenant d'avoir tout d'un coup Oppenheimer qui change de direction morale. Mais je pense qu'il y a immédiatement après la bombe une confrontation entre ce qu'il a toujours vécu dans son intérieur et la réalité concrète qui s'est déroulée devant lui. Il se rend compte de ce qu'il vient de créer, de ce qu'il vient d'ouvrir. Et Taylor lui dit justement la phrase suivante, jusqu'à ce que quelqu'un crée une bombe encore plus grande. Et là, c'est un déclic supplémentaire. Ce qui n'est pas le seul à avoir ces visions. Il n'est pas le seul à avoir ce désir de fabriquer toujours plus grand. Et on en revient à cette scène qui est intéressante, même sur le plan esthétique, c'est cette scène de patriotisme, là, de discours de façade. Intérieurement, le monde change. Il sait qu'il a changé à jamais. Et l'angoisse de détenir quelque chose qui va changer le monde le fait dégoûter de ce qu'il vient de créer. Il veut fuir cette image d'explosion. Et le personnage est broyé par la réaction qu'il a lui-même créée. La réaction du public, la réaction en chaîne, la réaction de l'explosion. Et donc concrétiser cette bombe et en constater la réaction est une chaîne incontrôlable et émotionnellement incontrôlable pour lui. Et c'est ce qui nous est narré par la mise en scène, dans cette scène où il est en train de s'exprimer dans ce terrain de sport qui est agencé pour recevoir le public, les gens de Los Alamos. Et tout cela est reconfiguré. Pendant l'audition, même si ça se perçoit pas forcément, il se sent responsable. Il y a cette lumière à un moment qui envahit toute la pièce, sous les coups de pression pour le faire avouer de la part du comité. Mais se sentir responsable, c'est encore une affaire de point de vue, c'est une affaire de puzzle à recomposer. C'est ce que lui dit le président des États-Unis. Est-ce que c'est celui qui l'a créé, la bombe, ou est-ce que c'est celui qui la lance ? Il y a Oppenheimer qui dit devant le président « J'ai du sang sur les mains » et il y a ce dernier qui lui tend avec un mépris un petit mouchoir avant de le faire dégager de la pièce, espèce de pleurnichard comme je vous ai dit. C'est une petite scène, une toute petite scène, mais qui veut en dire long en fait. On a des états d'âme alors qu'on n'est pas au niveau du pouvoir où on est le plus exposé. Donc, encore une fois, l'idée des scientifiques qui sont dans l'ombre et les politiques qui sont exposés à la lumière. Oppenheimer, d'ailleurs, comme je vous le disais, baisse les yeux. Il baisse les yeux, il les ferme à la fin du film, mais il les baisse aussi pendant les images de Hiroshima et Nagasaki qui sont projetées aux Américains. On a un refus américain de montrer les morts, les blessés japonais. Alors que le film pouvait s'y prêter. On est sur du film Rated R. Il vit alors une angoisse. Et on vit aussi cette angoisse, celle du protagoniste, on est avec lui. Et je pense que c'est dans ce sens-là que Nolan avait dit que c'était un film interne. Ce n'est pas littéralement comme si on pouvait l'imaginer vulgairement dans des films comme Enter the Void. Voilà, mais on est sur de la perception de l'univers interne comme ce que je vous disais avant. Il se voit dépossédé du contrôle, mais ces angoisses ne partent pas. Malheureusement, elles ne partent pas pour autant. Oppenheimer est un rêveur dont le rêve se dérobe sous ses pieds, à travers cette troisième partie de faux procès. Mais c'est une technologie qui ne s'échappe pas de son contrôle comme ça, comme si une bouteille nous échappait des mains. Non. C'est parce que des hommes veulent en profiter derrière et font appui là où on peut justement déposséder Oppenheimer de son travail. Robert Downey Jr. est un de ces dépossesseurs. Il agit dans l'ombre, c'est un politique. Ça doit lui faire drôle à Downey Jr. de tourner dans un film pareil, dans un film, pourrait-on dire, réel, avec un personnage, et faire des efforts pour jouer par rapport à, 12 ans, 15 ans de Disney, de perso cool, qui n'a pas finalement grand-chose à jouer. Il y a eu quelques films, mais ils sont extrêmement rares sur une quinzaine d'années, et là nous sommes sur un rôle où il doit retravailler des muscles. C'est ce qu'il évoquait en interview, Downey Jr., c'est que d'un
coup il a redécouvert des muscles du jeu d'acteur qu'il avait oublié, qu'il avait perdu. Il y a quand même une part dans le film, alors dans le livre c'est plus important de ce qu'on m'a dit, mais dans le film il y a quand même une part importante donnée à la relation entre Oppenheimer et l'amiral, comme il dit, l'amiral Lévi-Strauss. Une sorte, très vaguement, on ne sait pas si appuyé que ça, mais on peut le percevoir, une sorte de rivalité et de relation trouble à la, vous savez, Salieri-Mozart, voilà. Avec un questionnement sur les émotions, de quel point de vue on est. Est-on du point de vue de Strauss, dans le noir et blanc, est-ce qu'on épouse sa vision, ou est-ce que nous sommes du côté de Oppenheimer? Et là, ces mots de fusion et de fission s'applique au personnage d'une façon peut-être même inversée. Moi j'aurais beaucoup plus l'impression que la fusion vient de Oppenheimer, c'est-à-dire qu'il construit le village avec Groves, il construit, donc il fusionne des talents à travers un rassemblement scientifique pour fabriquer la bombe, et au final en tant qu'électron libre de base il devient un fédérateur, un leader scientifique pour les autres, tout en étant un joueur d'échecs. Et Strauss est plus là pour casser la dynamique de groupe, pour s'accaparer individuellement une sorte de pouvoir. Donc on est sur un personnage de fission, d'éclatement. Et il dit d'ailleurs dans le film, les amateurs sont dans la lumière, les professionnels restent dans l'ombre. Mais il y a un texte des cahiers du cinéma de Hervé Aubron qui, passe son temps à taper sur le film, mais ça on pouvait s'en douter, mais qui dit quelque chose de juste sur la fission et la fusion, puisque, je vous le rappelle, la fusion était plutôt liée à Strauss et la fission à Oppenheimer. Et moi, là, je viens de vous dire l'inverse. Moi, ça me semblait beaucoup plus logique que ça soit l'inverse. Mais Aubron dit autre chose. Il dit « Oppenheimer est un personnage en fission, déchiré entre diverses temporalités, échelles et logiques, en proie à une polychromie douloureuse. Tandis que le politique Strauss fusionne tout, mélange et simplifie tout dans un noir et blanc manichéen. » Eh bien oui, c'est totalement valable également. Je suis tout à fait d'accord. C'est une guerre d'ego qui amène à une guerre mondiale. La réaction en chaîne n'est pas forcément une réaction en chaîne chimique ou scientifique, c'est une réaction en chaîne politique. Ils savent comprendre comment les atomes fonctionnent, mais par contre, les êtres humains, c'est une autre paire de manches. Ils ne se comprennent pas eux-mêmes. Cela amène à des créations de scènes de dialogue, ce qu'il a toujours aimé dans son cinéma. C'est une confrontation par le dialogue. Stéphane Michel, que je salue bien sûr, qui verra la critique, j'en doute pas une seule seconde. Stéphane Michel, bonjour à toi. Qui disait assez simplement une très bonne réflexion, ça donne envie de revoir 12 hommes en colère. Et c'est vrai, nous sommes dans un cinéma de dialogue, dans un cinéma de confrontation par la discussion. Avant tout, il n'y a pas grand-chose d'autre d'ailleurs dans ce film. C'est un film de confinement aussi. On voit beaucoup de gens qui sont dans des petites pièces, notamment l'audition de Oppenheimer. Je trouve que ces films s'installent dans ces grands moments de cinéma qui sont simplement des dialogues cinématographiques, comme ça a été le cas pour justement, comme je vous disais au début avec les costumes, des grandes fresques des années 40, 50 ou 60 qui sont souvent des grandes fresques de dialogue. La qualité des dialogues, bien sûr, varie, nous sommes d'accord. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une qualité de dialogue similaire à ce qu'on faisait dans ces années-là. Mais, en attendant, nous sommes dans une sorte de filiation des grands films de dialogue. La perception a du mal à se frayer un chemin, mais qu'en est-il alors de l'émotion ? L'émotion, c'est toujours un problème chez Nolan, qu'on qualifie assez rapidement de froid et de sans âme. Parce qu'il faut que ça soit forcément une couleur criarde pour que ça ait une âme. Non, je pense que c'est un film d'émotion parce qu'elle ne se situe pas là où on pense. Entre les angoisses, les doutes, la peur de l'inconnu, les indécisions, les obsessions, ce sont des comportements émotionnels présents dans le film. Les gens attendent peut-être plus vulgairement le pleur, le rire, la colère, mais il y a tellement plus que ça. Mais en effet, il faut se mettre aussi dans une configuration d'esprit pour recevoir ces nuances plus fines, plus incertaines et qui sont peut-être pas du tout communes aux spectateurs qui regardent le film.
Les obsessions, c'est quelque chose qui n'habite pas forcément tous les spectateurs. Et c'est difficile de percevoir en fait le caractère absolu d'une obsession à l'écran. Mais elle est là, et ça crée de vraies émotions. Et encore une fois, comme je vous le disais avant, vis-à-vis du glissement de la situation et qui amène à des interrogations, l'émotion n'est pas dans le personnage, dans ce que nous voyons du personnage. Ça, c'est le degré giga basique de l'émotion. Il s'agit aussi de créer des émotions par les situations, de créer de l'ironie qui amène à de l'humour. Le général, par exemple, Groves, là, quand il y a Oppenheimer qui vient le voir alors qu'il embarque les bombes, et il y a le général qui dit « Bon, je vais à Washington ». Et il y a Oppenheimer qui dit « Mais je devrais venir avec vous ». Et il y a Groves qui se retourne et qui dit « Mais pourquoi faire ?» Et là, il y a un blanc. Et c'est un moment qui est terrible. Enfin, c'est un moment qui fait rire. Parce que c'est absurde, c'est ridicule, et en même temps c'est un moment terrible parce que à ce moment-là il est dépossédé, mais stricto sensu de son travail. Et c'est en cela qu'il y a de l'émotion. C'est là où on trouve l'émotion chez Nolan. C'est dans les situations, pas dans ce que le personnage montre à la caméra. Encore une fois, c'est comme ce que je vous disais pour cette introduction sur la stimulation par le montage. La stimulation, le caractère frénétique de l'absorption de connaissances crée de l'émotion. Christopher Nolan change de maison de distribution avec Universal à la place de Warner. À cause de décisions de sortie de films en salle et sur plateforme, Nolan, qui croit fermement au rituel de la salle, décide de changer de distributeur. Parce qu'il fait des films pour qu'ils soient vus en salle. Il arrive à Universal, parce que bien sûr tout le monde voulait avoir Nolan dans son écurie, il arrive à Universal et reçoit un contrat très très avantageux. 100 millions de budget, 100 millions pour le marketing, pour son premier film, 100 jours d'exploitation minimum de son film Oppenheimer, 20% sur les recettes du premier jour, et l'assurance qu'aucun autre film du studio sera en exploitation sur 3 semaines avant et après le film. Ça, c'est quand même un putain de pont en or. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a eu aussi autre chose qui s'est produit dans la pré-production de son film, ce sont les acteurs. Beaucoup de gens à Hollywood adorent Christopher Nolan, ses films, mais je crois aussi que beaucoup de gens à Hollywood adorent l'homme Christopher Nolan pour son raffinement, pour sa façon sophistiquée aussi de parler de films, de cinéma, pour sa façon de diriger un film, son expertise aussi sur les différents postes, que ce soit au niveau du scénario jusqu'à la musique des films. Les acteurs étaient enchantés d'avoir la possibilité de jouer avec lui. Ils ont baissé leur salaire. Il y a eu une réduction de salaire pour jouer dans ce film-là, pour avoir finalement le privilège de travailler avec le réalisateur. On a l'impression quand même que c'est un peu l'offrande du grand maître, vous voyez ce que je veux dire ? Mais qu'est-ce qu'ils avaient besoin d'avoir tout ce fric aussi ? Au lieu de demander généralement 10 ou 20 millions, eh bien ils ont baissé leur salaire à 4 millions pour des gens comme Matt Damon, Emily Blunt ou Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. qui, je rappelle, avait un moment pour un Avengers demandé et reçu une affaire de 50 à 75 millions, enfin une aberration. Comment on peut avoir autant d'argent et après demander encore des sommes astronomiques pour les suivants. Il y a des choses qui sont complètement folles, hein, mais on est dans d'autres strates là. Et les gens ont été enchantés. Le tournage avait été évoqué par Cillian Murphy une 60aine de jours, 57. Je ne sais pas s'il comptait le tournage qu'avec lui ou le tournage dans son intégralité. Voilà, c'est un tournage qui se déroule dans un environnement aride, dans un monde fermé sur lui-même, suivant des règles précises, comme beaucoup de films de Nolan, que ce soit Insomnia avec la lumière, que ce soit The Dark Knight Rises avec la ville qui est coupée, dont les ponts sont coupés, ou Interstellar avec les règles sur les différentes planètes, ou Oppenheimer avec Los Alamos. Il nous reconstitue la ville de Los Alamos avec quelques trucages pour les perspectives de certains bâtiments en fond de plan et un tournage dans les intérieurs du Los Alamos original, notamment la maison d'Oppenheimer à l'époque, une maison qui existe encore dans laquelle il a vécu. Eric Fenton, pour Capture Mag, évoque la façon dont il a de travailler. C'est un article que vous pouvez retrouver sur Capture Mag. Il dit que Christopher Nolan, c'est un Don Quichotte. C'est un Don Quichotte dans son rapport, bien sûr, à la pellicule et dans ce rapport au tournage traditionnel et la relation qu'il a sur le plateau de tournage. Il dit « Il faut bien comprendre que ce n'est que de la contrainte
que de tourner un film dans ces conditions, mais c'est dans cet exercice qu'il trouve son équilibre et sa place sur l'échiquier mondial en tant que cinéaste. Encore une fois, nous pouvons trouver que c'est surfait, que le numérique permet plus, mais lui se retrouve dans cet équilibre. Le mot équilibre est, je trouve, très juste dans sa façon de décrire comment il opère en tant que cinéaste. Et ça crée aussi un rythme. C'est un chef d'orchestre remarquable. Tout le monde est enchanté de travailler avec lui. Downey Jr. disait « It's like he's engineering with humans », c'est-à-dire qu'il fait l'ingénierie avec les humains. Il a beaucoup de précision dans ses indications tout en proposant un tournage décomplexé et semble-t-il plutôt bon enfant. Downey Jr. Passe d'un tournage ultra contrôlé avec beaucoup de fond vert à un rapport avec un cinéaste et du réel en face de lui, dans lesquels il a de la marge pour s'exprimer. Le tournage se fait en 65 mm et en IMAX. Il y a un énorme travail qui est remarquable très rapidement et même dans les bandes annonces sur la netteté et sur le flou. Les caméras IMAX ont une tranche de netteté très fine. Vous décalez d'1 centimètre, vous êtes flou. Voilà. Donc il faut garder le visage net, ce qui n'est pas évident du tout. Le flou est très fort derrière le personnage. Un mauvais placement et c'est fini. Et il n'y avait pas de marque. D'après Downey Jr. qui disait justement dans les interviews, il n'y avait pas de marque au sol. Donc là, on peut saluer l'énorme travail de l'équipe technique, qui est sûrement la même équipe technique caméra, parce que ce sont des caméras photochimiques, et puisqu'on passe en numérique, il y a peu de gens vraiment compétents qui font ce travail avec ces caméras, et donc je pense que ce sont les mêmes personnes depuis probablement Interstellar. Donc ce sont des gens qui sont très doués. Et avec cette caméra, il nous recapte ses couleurs, il nous recapte ses textures, ses décors, et toujours cette fascination pour les matières et les formes, notamment les formes géométriques. N'oublions pas, peut-être, parce que ça il ne le crie pas sur tous les toits, qu'il est daltonien, Christopher Nolan. Et ça joue aussi dans la perception des couleurs et la confiance qu'il doit avoir auprès de son chef opérateur. Au-delà de la texture de l'image même, il y a aussi la dimension de l'effet spécial. C'est un film qui, semble-t-il, disait-il en interview, est fait sans plan en image de synthèse. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est sans plan généré entièrement par ordinateur. Nous savons très bien que l'étalonnage ou dans un effet de compositing, on utilise les ordinateurs. Il y a des retouches, notamment pour enlever par exemple des protections ou des choses du décor. Ça arrive. Elle l'a déjà fait. Nous le voyons en making-of aussi, qu'il y a des protections qui sont enlevées par la suite. Ça, ce sont des retouches qui servent, ce sont des effets par ordinateur qui servent le réel. Ce qu'il voulait dire par là, c'est qu'il souhaite avoir une explosion en face de lui que plutôt rien. Et ça paraît évident. Et il souhaitait créer une explosion nucléaire sans que ça soit des images par ordinateur, et sans utiliser une image d'archive notamment. L'explosion doit être donc créée avec de la matière. Donc il faut travailler quelque chose dans le réel pour qu'on puisse voir l'explosion en vrai. Il y a beaucoup de tests qui ont été effectués pour trouver les bonnes substances et les bonnes quantités qui permettront cette explosion, mais qui permettront aussi de créer le champignon. En opposition avec miniature, il y a les bigatures, qui sont les espèces de représentations à des échelles beaucoup plus grandes de maquettes ou justement d'explosions. Assez grand pour créer un effet sidérant, mais assez petite pour poser les caméras relativement proches. Et donc il y a eu une création compliquée avec des experts en explosion, tout comme Oppenheimer a eu besoin d'experts en explosion pour faire la bombe. Scott Ray Fisher, le superviseur, a expliqué le mélange. Un mélange à base d'essence, de propane pour l'explosion, avec de la poudre d'aluminium et du magnésium pour rajouter de la luminosité. Et travailler finalement le look de l'explosion et créer également un flash qui est si important pour l'imagerie que nous nous faisons de la bombe. L'explosion arrive après une grande construction dramatique. Nous faisons monter les potards, la musique s'élève, le compte à rebours se termine et tout d'un coup, il y a un silence. Il n'y a pas le son. Et nous avons, quelques instants, l'explosion, fragmentée, dans un décalage son et image fascinant. Et tout d'un coup, le son nous parvient.
avec une violence. Et il y a un souffle comme ça du vent qui vient dégager les gens. Et c'est un parti pris qui est couillu parce qu'on s'attend à voir le spectaculaire. Et tout cela nous est refusé, tout cela nous est fragmenté, parce que nous sommes dans un point de vue interne. Et c'est là où il y a eu une grande méprise avec le public qui, lui, souhaitait voir la bombe comme elle avait été filmée dans les archives, c'est-à-dire une image spectaculaire. À un moment, j'ai envie de dire, c'est ridicule de vouloir voir une séquence de 5 minutes avec que l'explosion. C'est un événement qui dure si peu de temps, et il n'y en a qu'une seule. On n'en a pas besoin de plus. Hiroshima et Nagasaki, on n'a rien, parce que c'est juste un rapport qu'on entend et c'est tout. Et puis, encore une fois, nous sommes dans une perception interne. Oppenheimer n'a pas à y être. Oppenheimer n'a rien à voir avec la bombe directe. Donc on ne va pas montrer cette bombe, évidemment. Et on n'en a pas besoin, au final. Parce qu'on connaît ces footage, on connaît ces archives. On sait à quoi ça ressemble. On a vu sur Internet ou dans les documentaires. Ne me dites pas que vous n'avez jamais vu des bombes nucléaires de toute votre vie. Vous en avez vu dans les fictions. Vous en avez vu dans les documentaires, vous en avez vu dans des images YouTube, dans des mèmes YouTube. Vous savez à quoi ça ressemble, vous n'en avez pas besoin. C'est une image d'horreur, faut peut-être pas l'oublier. Moi j'ai vu les footage, j'ai vu les images de la Tsar Bombe qui a été utilisée en 1961. 3100 fois plus puissante que Little Boy. Mais la Tsar Bombe, on voit l'image, c'est juste terrifiant. Est-ce que j'ai vraiment besoin de voir ça en grand écran ? Et c'est là où j'en parlais avec un copain récemment qui me disait ça, cette envie de voir l'explosion, cette envie de voir cet engin de mort en action, eh bien ça veut peut-être dire plus de choses sur notre rapport au spectacle que sur le film même. C'est notre envie de voir de la destruction, notre envie de voir de la mort. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas tolérable. Ça, il faut s'éduquer à refuser ces images de mort, à refuser ce désir de voir de la mort. Parce que c'est précisément un des aspects du film, c'est que la mort hante. Ce que Nolan essaye de faire, ce qu'il veut faire ressentir vis-à-vis du personnage, c'est que c'est réel. C'est que la sidération et la panique monumentale qui saisit l'esprit d'Oppenheimer, c'est à ce moment-là, tout ce qu'il avait imaginé toute sa vie est devenu réel. Et le futur qu'il a permis avec cette bombe est absolument terrifiant. Et en aucun cas, on doit représenter ça. Rien que les petites images, les toutes petites images que nous avons à la fin du film sont terrifiantes. Et je sais qu'il y a des gens d'une génération plus ancienne que la mienne qui refuseront de voir ce film pour ça. Donc ce sont des images violentes. C'est parce que nous sommes habitués à de la violence, nous sommes habitués à du choc que tout d'un coup il nous en faut plus. Et ça, il y a un problème dans l'éducation à l'image des gens qui pensent comme ça. On ne peut pas penser comme ça, c'est pas possible. Il y a une petite frustration, c'est vrai, de ma part aussi quand j'ai vu la scène, mais après je l'ai compris. J'ai compris pourquoi il faisait ça. C'est évident. Et je trouve ça plutôt juste. Dites-moi bien sûr ce que vous en pensez de ça, de ce que je viens de dire en commentaire. Bien sûr sur beaucoup de choses que je dis en commentaire, mais n'hésitez pas à interagir sur votre pulsion scopique de voir de l'explosion, mais au final le refus qui vous est fait dans cette séquence-là. Est-ce que vous comprenez ce refus de la part du cinéaste ? Est-ce que vous comprenez que nous sommes quand même dans une société qui nous invite à voir toujours plus. Et là, tout d'un coup, cette invitation, largement stimulée par la promotion, nous est refusée, mais vous savez, comme si on montrait un joli petit jouet à un enfant et tout d'un coup, alors qu'il allait le toucher, on lui reprend comme ça. Voilà. Est-ce que vous acceptez ça ? Sachant qu'il s'agit quand même de bombes nucléaires. Là, c'est pas une peluche de Tortue Ninja. Hein. Et puis, même si on sait qu'à sur grand écran, ça fera de l'effet, on le sait. Moi, j'ai vu Godzilla de Roland Emmerich 98, je l'ai vu au cinéma. J'ai vu que dans le générique de début de Godzilla, on a les effets, on a les explosions nucléaires en Polynésie. J'ai vu l'effet sidérant que ça fait sur grand écran, une bombe nucléaire. Mais c'est aussi quelque chose de terrible, en fait. Et Nolan n'en a même pas besoin pour nous sidérer. Et ça ne veut pas dire qu'on ne voit rien. On voit l'explosion, mais elle est fragmentée. Elle n'est pas mise en valeur comme un spectacle hollywoodien. Parce que ça va au-delà d'un spectacle. C'est la pire chose qu'on ait créée dans le monde. Factuellement. C'est un objet factuel, c'est un objet concret. Et puis bon, ça me fait marrer que les gens veuillent des explosions et tout ça. Allez dire ça aux gens à Beyrouth en 2020, quand il y a eu l'espèce d'usine qui a explosé et qui a soufflé des quartiers entiers, qui a démoli des bâtiments et qui a tué des gens.
Regardez les images de cette explosion de Beyrouth. Ce n'est absolument pas drôle. On veut pas voir ça. On veut pas vivre ça. Il a fait un choix d'avoir moins de richesse dans ses plans pour pouvoir davantage travailler le montage. Et ce montage est constitué principalement d'une technique. Une technique qu'il a déjà utilisée dans ses films précédents, Inception, The Dark Knight ou Interstellar. C'est la technique du cross-cutting. Il s'agit de plusieurs actions qui s'interpénètrent et qui se répondent dans une alternance de plans. Ça évoque une simultanéité des espaces et des temporalités. Et la linéarité du temps dans un film est complètement chamboulée. Il évoquait comme influence pour cette technique-là, notamment pour ce film-là, Pink Floyd's The Wall, ou encore aussi le livre Waterland de Graham Swift. Mais il y a aussi les films de Nicolas Rig. Le cross-cutting est là pour tenir aussi son spectateur en respect. Et encore, il ne s'agit pas de le laisser à l'abandon. De nombreuses fois, il reste didactique, par l'insert de plans pour rappeler qui sont les personnages. C'est peut-être une faiblesse, on pourrait le considérer comme une faiblesse, mais pour moi, il s'agit encore une fois de faire ressentir le passé. Quand on évoque un nom, tout d'un coup, Oppenheimer se souvient de ce personnage, se souvient de la personne qu'il a croisée et d'un coup, on reçoit cet personnage à l'écran pour nous également, sans prévenir, sans rituel d'entrée ou de sortie du plan. Avec l'alternance entre le noir et blanc et la couleur, entre le noir, blanc et la couleur, eh bien, on se rend compte qu'il y a une certaine objectivité de la part de Strauss et une certaine subjectivité de la part des séquences avec Oppenheimer. Les gens ont évoqué JFK ou Nixon. Je pense qu'on est assez loin du travail de Stone qui est remarquable et frénétique. Stone est beaucoup plus organique. Il engage beaucoup plus le spectateur parce que lui-même est engagé politiquement. Le film est... le Nixon, il est terrible comme film pour attaquer la personnalité. Nolan est beaucoup plus en respect de son personnage. Dans Nixon, le personnage se prête à une plus vibrante mise en scène et par le montage, mais il est aussi beaucoup plus vibrant comme personnage. Il est caricatural, il fait le pitre. Anthony Hopkins le joue d'une façon exagérée, évidemment. Et le montage, la surenchère des plans et l'alternance entre le noir et blanc et la couleur se prêtent totalement à ce jeu de cirque. On a dit rapidement que la couleur est liée au passé et le noir et blanc est lié au présent, mais ça c'est faux, parce que je tiens à vous rappeler qu'on a un flash-forward bien plus avancé que la période du procès qui est en couleur. Donc il ne s'agit pas des couleurs pour lier la temporalité, mais ce sont des choix de couleurs qui se situent au niveau de la perception des personnages et de la perception du récit. C'est encore un de ces petits pièges narratifs qu'il faut soigneusement observer. Il s'agit dans ce cas-là de la responsabilité du spectateur. Tout comme on a cette impression, comme je vous le disais, je ne vais pas revenir forcément beaucoup dessus, que le début va trop vite, un peu comme une bande-annonce, que le film ne se pose pas, mais le film épouse la nature fuyante du personnage. C'est une mise en abîme de ce qu'il ressent. Ce sont des souvenirs fragmentés, et on nous fait l'expérience de ces souvenirs fragmentés. Il raffine son style avec ce film. Et j'en veux pour preuve une autre séquence que j'ai pu revoir d'ailleurs avec un ami, avec Poufy pour ceux qui sont sur le Discord, et ils savent très bien de qui je veux parler. On s'est reposé beaucoup de questions sur la mort de Jean Tadlock. Et elle fonctionne d'une façon assez magistrale. Elle évoque déjà, dans un premier temps, Memento, la mort de la femme du personnage joué par Guy Pearce, mais c'est une mort en fragments. Et c'est ça qui est remarquable. C'est un fragment qui n'est même pas linéaire. Ce sont des moments de fragmentation qui sont d'abord anonymes, on ne sait pas trop de qui il veut parler, et tout d'un coup, on va revoir cette séquence avec le nom de Jean Tadlock, et donc on va avoir le personnage joué qui va apparaître devant le miroir. Donc déjà, dans la succession de plans, ils sont dans le désordre, mais en plus, est-ce que c'est une vision qu'a Oppenheimer ? On ne sait pas. Parce qu'il y a quelque chose dans ce montage, dans cette séquence qui est fascinant et que j'avais presque oublié jusqu'à ce que j'en reparle avec Poufy. C'est qu'à un moment, il y a un putain de gant. Il y a un gant noir qui vient forcer la mise en noyade du personnage. Le gant noir qui évoque la mort, la grande faucheuse, mais pouvons-nous considérer qu'il s'agit réellement
d'une personne qui a forcé la noyade? Ne serait-ce pas simplement la culpabilité d'Oppenheimer que Christopher Nolan représente visuellement par ce gant noir et anonyme? Ou est-ce simplement un agent du FBI qui, pour empêcher les interruptions du projet Manhattan, plus important que tout, décide d'éliminer sous ordre du gouvernement les communistes qui seraient amènés à détourner Oppenheimer de sa découverte et de son invention? L'indécision est de mise. Ça peut être aussi bien quelque chose d'aussi concret qu'un agent que abstrait, la représentation symbolique d'Oppenheimer sur la mort de Jean. Et ça, c'est quelque chose qui témoigne d'un savoir-faire dans la temporalité et comment on va nous faire vivre. Parce que la fragmentation n'a aucune forme d'intérêt et d'intérêt émotionnel si on ne la monte pas dans un certain sens, avec une certaine sensibilité, avec un certain timing. Et là, Nolan crée quelque chose parce qu'il nous mêle des temporalités qui sont complètement explosées. Il nous mêle en fait 3 temporalités. La temporalité du discours, puisqu'il parle en extérieur, il s'est réfugié contre un rocher et sa femme le retrouve et là il lui explique qu'il y a eu une mort. Donc ça c'est une première temporalité. Ensuite, nous avons une deuxième temporalité qui est cette mort en fragmenté. On a presque une temporalité par à-coup. Et nous avons une troisième temporalité qui est une temporalité révélée, qui est celle où on a vraiment le personnage qui tombe. Un personnage qui se retrouve dans un miroir, qui prend des cachets. Et tout cela est mêlé en une fragment, en peut-être 1 minute. Et là, il y a quelque chose de très très beau. Notamment aussi dans la beauté du fragment. D'un morceau anodin, ce gant qui vient se sortir de l'eau. Il y a quelque chose de magnifique et de chirurgical. Et c'est ça son travail de cross-cutting. C'est ça son travail de fragment qu'il opère depuis plusieurs films. Ce travail dans le détail. Et je pense que Jennifer Lame, sa monteuse actuelle, donc la personne qui avait fait Tenet avant, elle travaille davantage ces détails, ces inserts, comme on pourrait dire, beaucoup plus que Lee Smith. Elle a une plus grande sensibilité émotionnelle, je trouve, que Lee Smith dans le travail, le cross-cutting émotionnel, pourrait-on dire. Et puis, il y a aussi ces valeurs qui changent, ces glissements, comme je vous le disais, où la goutte d'eau sur la flaque au début du film devient en fait les impacts des bombes sur la planète à la fin du film. Encore une fois, le glissement, avec aussi des transitions via des moments qui ressemblent à cette vision-là. Quand on a un moment, une carte d'un endroit, où ils vont faire des cercles pour déterminer l'impact de la bombe. Et à un moment, on a carrément une fusion d'images. Ça, c'est une nouvelle technique chez Nolan qu'on n'a pas forcément perçue dans d'autres films avant. C'est une fusion entre 2 images, où on a des gouttes d'eau qui viennent se mettre sur la carte militaire. Voilà, pour imaginer que littéralement, il voit en fait ses visions sur le réel. Il commence à y avoir un glissement à ce moment-là. Et c'est un plan, je crois, qui revient 2 ou 3 fois dans le film. Ce plan de la goutte d'eau, il est primordial. C'est le début et la fin de son film. C'est la boucle de destruction des réactions en chaîne sur le monde. Et ça m'a angoissé, mais d'un niveau, c'était complètement fou. On se rend compte que sa passion, c'est la chute du monde. Il regarde le lac à la fin, et ça le renvoie aux échos de l'eau du premier plan, mais aussi à la planète. Dès le début, il voit la fin du monde. Les ronds dans l'eau, c'est les cercles de destruction. C'est l'hypothétique Armageddon qui frappe à la porte de son esprit. C'est un simple rapport de montage qui fonctionne, mais il y a d'autres choses qui sont de l'ordre de la stylisation, plutôt évidente, des effets appuyés, de trop gros traits pourrait-on dire. Je ne dirais pas que le film serait qu'un ornement, mais il s'agit d'appuyer par moments, via, comme je vous disais, des fusions d'images, de ces visions sur le réel, mais quelques aussi fulgurances de réalisation, comme la lumière lors de l'audition, ou ce travail de son quand on est dans la salle de sport, quand il fait son discours. Ça, c'est quelque chose qui est très marqué. Quand il y a des coups de pression, eh bien lui-même, le spectateur, il ressent des coups d'oppression. Ça amène à des questions de subtilité sur les effets qu'il utilise. La scène de transition, par exemple, de voler,
d'un membre de comité, elle est parlante. On considérerait que c'est peut-être un peu trop balourd, que ça manque de subtilité, alors que le public qui vient en masse arrive à peine à suivre. Donc à un moment, il faut se placer, et Nolan se place clairement du côté du public, pas de la critique. Et l'effet fonctionne, c'est encore une fois, l'effet fonctionne, il est peut-être trop facile, mais il fonctionne. On a un mouvement de caméra dont un des personnages au premier plan va faire le volet, et au moment où nous allons voir Oppenheimer arriver par ce volet, eh bien on a un cut sur celui qui dirige l'audition qui dit mais pourquoi vous êtes allé la voir ? Mais vraiment, vous savez, un cut qui va se mettre en opposition totale avec le mouvement de caméra. C'est un cut en plan fixe. Donc la fixité fait un véritable arrêt au mouvement. Voilà. Et à partir de ce cut très court, on va continuer le même mouvement et tout d'un coup, cette silhouette au premier plan va révéler Oppenheimer qui est au fond de la pièce, nu comme un verre. Et cette impression, elle est déstabilisante. Et il va même jusqu'à décrocher le point de vue d'Oppenheimer pour le déplacer sur sa femme, puisqu'on a une scène de sexe pendant l'audition, qui est une vision de sa femme qui voit son mari en train de révéler les agissements sexuels qu'il a eus avec Tadlock. Le film, par ces quelques moments de sexe, mais qui ne sont pas si importants, ils ne sont pas dérangeants sur la longueur, mais ils sont juste un peu choquants parce qu'on n'a pas l'habitude de ça chez Nolan. Il y a aussi l'angoisse du sujet. Et la scène de discours qui peut, c'est vrai, choquer des enfants ou de très jeunes adultes, c'est quelque chose qui est un peu saisissant. Et en cela, c'est vrai que c'est un film qui mérite un public un peu plus averti. Par précaution, le film a été classé R. Et je pense clairement que des gens qui ont 13 ans se feront chier comme des rats morts devant un film pareil. Donc finalement, je pense pas qu'il y ait eu guère de problème à se dire qu'on va passer en classé R. À titre personnel, hein, moi je dirais ça. La musique, elle est très étonnante parce qu'elle n'est absolument pas mélodique. Il n'y a aucun thème marquant dans le film. Il y a plus des variations, vous savez, il y a par exemple une variation qui est intéressante et qui, encore une fois, témoigne d'un glissement, c'est la variation que vous entendez d'une musique dans You Can Hear the Music, qui est un thème léger sur la création de la passion et la stimulation dans son environnement universitaire. Et ce mouvement de musique sera beaucoup plus grave dans Destroyer of Worlds, qui est la scène finale du film, où on aura la même intonation, la même musique, mais beaucoup plus lourde. Et ça crée justement la différence. Maintenant, il voit ce qu'il a créé et ce qu'il voit est terrifiant. Mais on est beaucoup plus sur du sound design, sur du synthé notamment, alors que c'est vrai que c'est un peu étonnant pour un film d'époque, mais en même temps on est dans la continuité de Tenet notamment. Ludwig Göransson a travaillé la musique avant le tournage. Au montage, par conséquent, pas besoin de thumb tracks, il avait déjà de la musique de disponible. Pour cela, Nolan a passé le script à l'équipe des effets visuels, pour qu'il fasse des moments de particules, de réactions en chaîne, et il a donné ces vidéos, ces moments visuels à Göransson pour qu'il compose. Et donc il a représenté à la musique un point de vue unique, sans direction spécifique. Il a créé des glissements de violon en quelque chose de plus effrayant. Il a créé même un moment dans le film, une alarme, une alarme par la musique, un espèce de un moment dans le film on l'entend, c'est très étonnant, alors à moins que ce soit dans la salle de cinéma même, ça me surprendrait, dans ce cas-là on l'aurait entendu au milieu de la salle, mais non, je pense que c'était bien dans le film. À un moment il y a une alarme qui est créée auditivement par la musique du film. C'est une bande originale qui est par contre, je dirais que c'est un regret, elle est très envahissante. Elle souligne presque inutilement chaque petite portion de tension. La musique ne fait pas du tout de pause, et ça c'est dommage. Un peu plus de silence aurait été une bonne chose. Le mixage par contre, lui, il a toujours posé problème au spectateur. La musique est plus forte que les dialogues, mais à des moments précis. C'était déjà le cas dans Dunkerque, c'était déjà le cas dans Tenet. Je pourrais rebalancer la phrase de Tenet, essayer de ressentir, pas de le comprendre. Mais pour tous ces films, Memento, Le Prestige, Insomnia, il y a des choses qui sont similaires au son. Comme s'il avait l'impression de nous donner, de considérer que
Le son de ce qui est dit dans le plan n'est pas important, c'est la sensation que ça doit créer. Et la sensation passe par la musique. Et donc il augmente la musique pour nous faire davantage ressentir le poids de la confrontation qui se joue visuellement que simplement suivre bêtement le dialogue. Et je pense qu'il essaye d'inséminer cette idée dans le crâne du spectateur, mais on voit aussi que les gens sont très attachés à une sorte de langage classique, sans trop se perdre. Il n'aime pas les expérimentations, il a l'impression de ne pas être dans le film pour lequel il a payé. C'est l'impression que ça me donne. Parce que c'est aussi le cas pour l'idée de linéaire, de montage, de cross-cutting. Au bout d'un moment, on comprend que Nolan fait ça, mais c'est pas encore passé pour le mixage. Je l'avais déjà dit pour Tenet, je vous invite à revoir ma critique sur Tenet. La perception et les impressions sont assez importantes chez Nolan, et cet effet-là est un outil pour transmettre cette perception. Je voudrais revenir aussi sur un dernier point, avant de conclure, sur la question des effets spéciaux, notamment de quelque chose qui a été souligné sur les réseaux sociaux concernant la faible quantité d'artistes, de techniciens et de collaborateurs sur la liste des crédits sur les effets spéciaux par ordinateur. Donc les crédits qui présentent principalement, voire même totalement, la compagnie Double Négative. Au-delà des distinctions entre CGI et les effets visuels, c'est pas la même chose, on a quand même très très peu de gens sur la liste au générique du film. Et sur leur site, récemment, ils ont balancé toute une liste d'autres personnes qui ne sont pas créditées. C'est très étonnant. Mais il est clair que cette liste qui est sur le site, elle n'est pas complète. Est-ce qu'on serait amené à citer les gens qui font toutes les modifs journalières, qui font les mises à jour des projets, qui font les conformations, qui font la manutention des serveurs, qui servent à créer justement les effets, le film, à faire les rendus, ou autre encore? Non. On parle tout de suite parce que bien sûr les gens qui ne savent pas de quoi ils parlent utilisent des grands mots pour impressionner et provoquer. Ils parlent d'insultes envers la profession, de corruption, de dénigrer en fait les gens qui travaillent, mais laissez-moi rire. Ça n'a rien à voir avec des insultes. Et je suppose que s'ils n'ont pas pu les lister, c'est qu'il y a des raisons. Mais en aucun cas on devrait tomber sur Nolan. On devrait tomber sur la compagnie Double Négative. Ce sont les responsables de production de chez Double Négative qui ont listé telle ou telle personne et qui ont donné ça aux créateurs de génériques. À un moment, c'est une question qui est beaucoup plus globale. Nolan n'a rien à voir là-dedans. On fournit des listes de gens accrédités aux créateurs de génériques. Point. Si la liste n'est pas complète, c'est qu'il doit y avoir des procédures juridiques, logistiques ou de production qui amènent à ne livrer que ces noms-là. Encore une fois, il y a des process dans la création d'un film où l'on fait confiance aussi au travail des autres. Et comme par hasard, on ne va pas vérifier si les noms sont bons ou non, que ce soit Double Négative ou les journalistes qui ont fait remonter cette information. On va pas vérifier, Nolan ne va pas vérifier s'il manque des gens dans chaque département. On laisse les départements faire la liste et l'envoyer. Et après on tombe sur Nolan. Ceux qui font ça, ce sont juste des idiots. Alors oui, il est fort probable que Double Négative soit à critiquer, oui certainement. Mais Nolan non. Et comme par hasard, pour enfoncer encore un clou, personne n'est allé chercher ces gens pour demander est-ce que vous trouvez ça normal que votre nom ne soit pas cité, qu'est-ce que vous avez fait pendant la production, la post-production du film. On n'est pas allé chercher chacun de ces noms pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait dans le film. Non, je n'ai pas encore vu l'article en tout cas, je ne l'ai pas encore vu. Par contre, se plaindre sans chercher, alors ça on est champion du monde en France. Ah là on est champion du monde, hein. Et ça n'enlève en rien à l'éventuel problème de citer ou de ne pas citer les gens. C'est juste qu'il y a des choses à faire que les gens ne font pas. Conclusion. Eh bien, je dirais que la conclusion, c'est une confusion. Une confusion où tout est égal. Noir, blanc, couleur. Tout tourne autour d'Oppenheimer. Ça rime en plus. Il est contre la bombe nucléaire, mais il est au centre de la destruction humaine du monde. Des études, au premier contact jusqu'au dernier témoignage de son rapport,
le film se replie sur lui-même. Il se replie sur lui-même en tant que film, il se replie aussi sur Oppenheimer. Le premier plan sur Cillian Murphy, il ouvre les yeux, le dernier plan, il ferme les yeux. Il y a une capacité de montage absolument formidable à alterner les lieux et les temporalités comme jamais auparavant. Christopher Nolan est beaucoup plus préoccupé par l'avenir du monde qu'on puisse l'imaginer. Je vous rappelle que dans Tenet, l'idée c'est quand même que le futur attaque le présent. C'est quand même une idée juste terrifiante. Ce film-là est encore une fois une poussée vers le futur du cinéaste et le futur du montage, du langage du cinéma. Il ne s'agit pas de révolution, oh là là, mais il s'agit quand même d'une avancée dans ce qu'on peut percevoir par le montage et à une échelle de spectacle. Il ne s'agit pas de court-métrage ou d'expérimentation des années 70. Là, on parle de films qui sont mondialement vus, qui sont faits avec du cast, qui sont faits pour être médiatisés. Donc on a des expérimentations qui sont visuellement très intéressantes et qui sont médiatisées partout dans le monde. Et pour cela, je salue le travail. Je salue aussi le travail de vouloir se rapprocher d'émotions plus complexes. Et pour moi, je lui mettrai, qu'est-ce que je pourrais lui mettre ? Je lui mettrai un bon 16 sur 20. Oui, il y a quelque chose vraiment de remarquable dans le film. Mais je pense que l'aspect historique me fera pas sauter sur le film à nouveau. Je le laisserai un peu se perdre dans mon souvenir avant de le revoir en un seul bloc. Mais ce n'est pas facile pour le film, parce qu'il pousse le public vers l'inconnu. Il pousse le public à s'entraîner davantage, au regard, à l'introspection, à l'observation intellectuelle du film. Et on est emprisonné dans une grammaire qui n'est pas facile de déverrouiller pour voir le potentiel qui nous reste à découvrir sur le langage du cinéma. Il y a une vraie résistance de la part du public, matricée à l'image spectaculaire. J'ai pu voir des discussions sur le Discord d'écran large sur des fondus du cerveau qui voulaient voir des explosions spectaculaires pendant 5 minutes, c'est délirant. Il y a une frustration, je pense, aussi de ma part de ne pas tout avoir décortiqué dans le détail. Je n'avais pas forcément le film sous les yeux. Mais il y a beaucoup de choses encore à découvrir et le film aussi va se laisser digérer par le public, par la critique, par des gens qui voudront faire des analyses. Et il faudra laisser un peu de temps au film de pouvoir se savourer et en comprendre toute l'essence ou la saveur. Ce n'est pas facile en fait de mettre des mots. Ce n'est pas facile aussi de se détacher de l'instantané, de la réaction instantanée. Et vous avez pu le constater dans cette critique. Plusieurs fois, je monte un peu en guerre contre des réactions basiques de public, mais que je peux aussi avoir moi. Mais après, il faut prendre un pas de recul pour se rendre compte est-ce que c'est juste ou non ce que je dis, ce que je ressens là vis-à-vis du film. Mais ça, c'est une démarche qui est très très difficile. Qui plus est quand on est engagé dans une salle de cinéma où il y a quand même un rituel qui nous fait oublier que nous sommes devant un film. Nous sommes dans la fiction. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut... Voilà, il faut s'entraîner, il faut se préparer. Et je suis content que le film nous crée en fait des moments où on peut avoir ces reculs, des moments où on peut penser en fait intellectuellement. Et bien sûr, il y aurait eu encore plus de moments s'il n'y avait pas la musique tout le temps. Mais ça, c'est une autre affaire. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à me balancer tous vos commentaires. Moi, je réponds souvent aux gens. En tout cas, je lis tous les commentaires, ça c'est sûr. N'hésitez pas à me faire un retour sur tout ce que j'ai dit. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!